Bienvenue tout le monde. Ce soir, nous vous recevons à l'école de Nouvelle Acropole Bruxelles. Vous êtes sur la chaîne de Nouvelle Acropole, la chaîne YouTube de Nouvelle Acropole Belgique et également le podcast Philo en Mouvement. Nous faisons cette soirée dans le cadre de la Journée mondiale des arts proposée par Nouvelle Acropole et nous accueillons ce soir deux artistes, Van Orquez Teng et Jean-Louis Wolfini de Coster. Dans 2 semaines, nous allons vous accueillir ici dans cette école à Saint-Gilles dans le cadre du parcours d'artistes de Saint-Gilles. Et qui accueille, c'est un endroit ici qui accueille une école de philosophie à la manière pratique. C'est pour ça que le podcast s'appelle Philo en Mouvement. C'est une école de philosophie où nous traitons les enseignements de manière pratique, nous les expérimentons pour en comprendre l'actualité, pour savoir si le vécu des savoirs atemporels est toujours vivant aujourd'hui. Dans le cadre du parcours d'artiste, nous avons déjà accueilli Van à la dernière édition, qui avait fait des œuvres, des peintures. D'ailleurs, on en a acheté une, elle est vraiment bien. Et on avait déjà travaillé avec toi dans le cadre d'un projet qui s'appelait La Belle Chaussée, où nous avions fait des fresques de fleurs sur les stores tagués des commerçants dans la rue. On se connaît déjà depuis quelques années maintenant. Tu pratiques les arts graphiques et le street art. C'était très influencé par la mixité architecturale et la mixité tout court, parce que dans ta bio, tu parles du fait que tu es bruxellois mais d'origine vietnamienne, que ça influence fort ton travail. Merci d'être là. Et Jean-Louis, toi, tu te présentes comme créateur d'univers visuels. Tu vas faire, dans le cadre du parcours d'artiste avec nous, dans 2 semaines, une performance en réalité augmentée. Et tu explores depuis le début des années 2000 la frontière entre l'art et la technologie. Merci beaucoup d'être ici ce soir avec nous. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser un peu la question parce qu'on est là pour le thème ce soir, c'est l'art en relation avec l'intelligence artificielle. Il faudrait que je commence par dire ça. Et la première question qu'on a vue ensemble, c'est si une intelligence artificielle peut générer une image parfaite, manque-t-il à cette image l'aura dont parlait Walter Benjamin? Jean-Louis, en tant qu'augmentiste, l'IA, c'est un prolongement de ton âme ou un simple outil? Et pour toi, peut-être, Van, le graffiti, est-ce que tu penses qu'il peut exister sans le corps de l'artiste? Je t'en prie. Moi, dans ma pratique, l'IA, c'est vraiment un outil. Et ce que j'aime vraiment bien dans l'IA, c'est que, bon, si on prend un Firefly ou Gemini et qu'on lui demande quelque chose, ça va sortir un résultat. Mais bon, moi, je prépare des prompts, donc vraiment, donc c'est le contexte textuel, ce qu'on va demander à la machine. Un peu à la Maupassant, donc il faut vraiment décrire l'ambiance, donc il y a quand même un travail d'écriture. Et puis après, je vais peut-être utiliser une AI pour améliorer ce prompt et que lui puisse transférer certaines choses pour la donner à une autre AI. Donc voilà, moi je fais des consanguinités d'AI en fait. Je vais aller créer quelque chose dans une AI et utiliser une autre pour des spécificités. Et après, c'est beaucoup d'itérations. On sort jamais une image parfaite du premier coup. C'est des centaines parfois d'itérations, de prompts négatifs pour lui demander d'enlever. Puis ça reste un ordinateur.
Moi, j'aime pas trop le terme d'intelligence artificielle. Je préfère le terme de machine learning. Donc, on va vraiment nourrir des machines. Mais après, c'est con un ordinateur. Donc voilà, souvent je me dispute avec lui aussi. J'essaie de pas trop l'insulter pour quand les machines prendront le pouvoir. Mais voilà. C'est vrai que le terme d'intelligence artificielle, c'est souvent c'est une traduction de l'anglais. Et en fait, intelligence en anglais, c'est le renseignement. Donc c'est une en plus c'est un mot français, donc qui nous est revenu de l'anglais, mais qui signifie autre chose. Voilà, donc le terme machine learning est plus adapté, je trouve. C'est ça. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, définir prompt? Un prompt, donc c'est une commande textuelle, donc c'est du texte et on va demander à l'ordinateur de créer une image, donc on doit décrire cette image. On veut faire un programme ou une application, on va décrire les fonctionnalités de l'application et donc l'ordinateur a besoin de. C'est une commande textuelle. Ok. Merci. La question, je te répète la question si tu veux. Ouais. Le graffiti peut-il exister sans le corps de l'artiste? Bonne question. Non, parce que moi je pense que l'AI, pour moi, c'est un peu l'assistant du peintre ou de l'artiste ou X, car ça me permet de gagner du temps. Ça nous permet on demande à l'AI au lieu de vectoriser manuellement à l'ordinateur, tu dis tu me vectorises cette image et il te le fait en 2 secondes et voilà quoi. Mais est-ce que, comme Benjamin Wallet a dit, la duplication dénature l'œuvre ou pas, je ne sais pas. Donc c'est vraiment parce que on peut parler, je sais plus quelle année il était, Walter. Des années 30. 30, mais là il y avait pas la sérigraphie, il y avait pas Andy Warhol, il y avait pas la scientopie, il y a 1000 trucs qui sont apparus depuis cette chose. Peut-être que c'était vrai à son époque, mais je pense que aujourd'hui on peut pas s'en passer de l'AI parce que c'est quand même un bon assistant qui fait gagner du temps, qui fait gagner plein de choses, mais c'est vrai que on a besoin de la création pure de l'artiste parce qu'en fait la création dépend de quoi? De l'origine, de notre culture, de notre où on vit. Est-ce que le message qu'on voudrait promouvoir dans cette œuvre, en fait, ou l'esthétique qu'on donne, parce que en fin de compte, la peinture, dans l'art en général, tout a été déjà fait, mais c'est juste un réactualisation avec les idées de chaque artiste, en fait. C'est plus cette idée que là qui est mise en valeur par rapport à l'artiste et que je pense l'AI, oui, tu peux lui demander dessine-moi un truc à la Monet ou à la n'importe quoi, à Picasso, il va te le ressortir parce qu'il aura une base de données de techniques de Picasso. Donc il va vers que Picasso il fait tel truc, telle technique, tel genre de peinture, mais après ça va bloquer parce que il n'aura pas cette spontanéité. Quand tu dis le corps, je pense que c'est juste le mouvement que tu veux dire ou des choses comme ça, et il n'aura pas cette spontanéité. L'œuvre est peut-être parfaite par rapport à l'idéologie de Picasso ou quoi, ou les techniques de Picasso, mais il n'aura pas ce message sous-jacent que l'artiste ou le créateur veut transmettre en fait. C'est ça aussi, parce que on a le côté visuel qui est beau, mais il y a aussi l'after lecture de l'œuvre qui est important, je pense, et étant artiste ou peintre ou n'importe, on est engagé quelque part parce qu'on défend ce qu'on trouve juste. Et chacun défend ce qu'il veut, mais selon ses valeurs, selon ce qu'il a envie de transmettre en fait. Et donc ça va être dur pour la machine parce que techniquement elle sera au point, mais le message derrière ou l'intention, le processus et tout ça, est-ce qu'il pourra le créer? Je ne sais pas. Donc après c'est tout trop nouveau et on peut pas vraiment encore jauger ou quoi. Pour moi en tout cas, parce que je l'emploie partiellement seulement l'AI, parce que voilà, on travaille ensemble dans le même atelier et chaque fois, oui,
qu'est-ce que tu fais pour avancer plus vite là-dedans? Donc voilà, donc j'ai encore allez, c'est manuel, quoi. Et voilà, c'est juste ça, en fait, je pense. Ça m'amène à la question suivante. L'art est souvent défini par l'intention de l'artiste. Si l'IA propose un résultat imprévu que l'artiste décide de garder, qui est le créateur? Celui qui a programmé, celui qui a prompté ou la machine qui a halluciné? Je t'en prie, tu es tellement fort. Non, mais il y a des choses super intéressantes là-dessus parce que selon les continents, donc aux États-Unis, ils ont dit que si l'image a été faite par un ordinateur, elle n'appartient pas à l'artiste qui est derrière. En Europe, on a l'EI Act aussi qui a été publié en 2024, ils se donnaient 2 ans pour légiférer et ils vont se laisser un petit peu plus de temps parce que ça pose plein de questions éthiques sur des systèmes de reconnaissance faciale et ce genre de choses. Mais moi, je pense que c'est le créateur du prompt, donc ce que vous allez écrire. Et puis en fait, comme ça fonctionne avec des archétypes, si on demande un cerf steampunk dans une clairière au Canada de nuit, ça va donner un certain résultat. Mais si on commence à l'envers, dans une clairière au Canada de nuit, je veux voir un cerf, les résultats vont être différents. Et donc le prompt, c'est quand même, je veux dire, quelque chose qu'on imagine. Donc et les Chinois, eux, considèrent que l'auteur du prompt est l'auteur. Okay. Dans le graffiti, célèbre souvent l'imperfection, la coulure, l'accident de la bombe de peinture. À l'inverse, l'IA tend vers une forme de synthèse totale. L'erreur humaine est-elle le dernier rempart de l'art face à la perfection mathématique? Non, je pense pour répondre à cette question, il faut d'abord définir, c'est quoi le graffiti, qu'est-ce que le graffiti et tout ça en fait, parce que je pense que la plupart des gens pensent graffiti, peinture sur mur, en gros, peinture sur mur, fait par des jeunes en recherche d'identité ou qu'est-ce ou ça c'est l'image qu'on a en général, mais en fait c'est plus vaste que ça parce que c'est vraiment le graffiti fait partie d'un mouvement urbain et culturel en fait au départ, et donc il y a un message derrière, que ce soit le graffiti vandale ou le graffiti légal. Donc il y a des deux jeux qui se côtoient constamment parce que c'est toujours les mêmes personnes en fait qui jouent dans ces deux jeux là, mais ils ont un peu une double casquette ou une double personnalité, ou je sais pas comment expliquer ça, mais en fait ça défend au départ un message qui était au départ peace, unity, love and having fun. En fait au départ c'est ça qui fait partie d'un vaste mouvement qui s'appelle le hip-hop et tout ce qui va avec en fait. Et puis le graffiti, est-ce que c'est le street art ou le street art et le graffiti? Donc ça devient encore un autre mot qui veut dire plus ou moins la même chose, mais qui est pas vraiment la même chose. Parce qu'au départ, le graffiti, c'est quoi? C'est un médium peint c'est la bombe, en fait. C'est la bombe aérosol. Et c'est ce médium qui définit un peu le graffiti en général. Et voilà. Moi, je pense que le graffiti fait partie du street art, parce que le street art, c'est plus général et ne défend pas spécialement une idéologie ou une idée, parce que le street art, c'est un peu l'art dans la rue, en gros. Donc, ça peut passer du pourchoiriste en passant par l'affichiste ou en passant par 1000 choses, ou à la Space Invader, du carrelage, ou ça passe à 1000 choses. Et en fin de compte, le graffiti apporte quelque chose en plus que le street art n'a pas, mais se nourrit l'un de l'autre. Donc, on ne sait pas vraiment définir où est cette juste... C'est un mot valise aussi. Ouais, voilà, c'est un mot valise un peu. Par exemple, je vais donner un bête exemple par rapport à moi-même. J'ai 53 ans, 54 cette année. Donc, est-ce que je fais encore partie du graffiti jeune en cherche d'identité, ou
je fais déjà comme les street artistes, juste gagner ma vie par rapport au graffiti. Donc, on sait pas vraiment encore jauger ça et c'est trop, pour moi, nouveau ou trop, même si on est vieux par rapport à ça, parce que ça existe depuis des années, on est juste là, on perpétue juste un jeu, parce qu'au départ, c'est juste un jeu, mais ceux qui vont définir les vraies règles, je pense qu'ils vont venir plus tard. Parce que il y a une super phrase qui dit le jeu ne change, seuls les joueurs changent, mais le jeu reste le même. Donc c'est vraiment pour définir cette question-là, en fait, ou ce point de vue-là. Donc je ne sais pas encore. Donc je suis un peu même à la recherche de où je vais, comment je vais réaliser. Est-ce que je vais là ou je vais pas là? Ça dépend un peu de chaque moment, en fait. Donc mais donc on revient, est-ce que l'imperfection, le graffiti, les coulures et tout ça, en fait c'est les codes que l'AI a pris du graffiti, mais c'est pas l'imperfection ou les coulures qui définit le graffiti, c'est l'œuvre en elle-même ou la technique qui définit le graffiti. Donc pour l'instant l'AI est trop ou n'a pas assez nourri, n'a pas assez de données pour explorer l'entièreté du moment graffiti en elle-même. Donc c'est pour ça que je pense que c'est encore trop nouveau. Donc pour l'instant on dit oui, l'imperfection, mais l'imperfection en tant que peintre, on peut aussi la corriger manuellement. Donc est-ce que l'imperfection définie par le graffiti de l'AI est la même chose que le peintre qui fait exprès ou pas de l'imperfection, en fait, en fin de compte. Bon, c'est ce que je pense. Moi, je trouve important aussi d'avoir des choses imparfaites. Il y a parfois des choses, tu en parlais là tantôt, il y a quelque chose qui sort et on peut être tout à fait, étonné de certaines choses. Puis il y a encore des glitches aussi, il y a des problèmes dans les mains, mais parfois, si l'histoire, c'est toujours l'histoire qui est le plus important. Si ça le justifie, ça peut être assez intéressant de voir. Et puis on peut aussi provoquer les erreurs. Donc dans le texte, dans le prompt, on va lui demander de faire des erreurs. Mais c'est vrai que voilà, c'est des ordinateurs et ça reste des machines qui sont bêtes. Donc j'insiste là-dessus. Bon, très bien. Toi, Jean-Louis, tu as écrit un manifeste pour l'utilisation éthique de l'IA qui est disponible sur le site radar.brussels. Un manifeste sur l'augmentisme. Sur l'augmentisme. Et qui n'est pas que de l'IA. Donc la pratique augmentiste que je définirai un petit peu plus tard, j'utilise l'IA, mais je fais aussi des projets avec des humains. Donc, tu peux peut-être définir maintenant. En fait, l'augmentisme, c'est de la réalité augmentée. Donc, on augmente la réalité grâce à son téléphone, grâce à une tablette, bientôt des lunettes qu'on pourra porter avec des écrans. Et donc, moi, j'explore la frontière entre l'art et la technologie, donc la faille du réel. Donc, je demande aux gens d'utiliser leur téléphone pour aller découvrir ce que je cache derrière mes œuvres. Et en fait, ça existe. Moi, j'explore ça depuis 2005, plus ou moins, mais ça a été théorisé par une Parisienne qui s'appelle ABK, c'est son nom d'artiste, et elle fait de la peinture augmentée. Donc moi j'ai une pratique où je colle généralement du contenu vidéo à des supports, et donc on n'a plus besoin d'un QR code. J'explique souvent que sur votre carte d'identité, je pourrais coller le film de Star Wars, et donc grâce à un téléphone, en scannant votre carte d'identité, on pourrait voir le film. Donc n'importe quelle surface devient un marqueur, et puis moi j'essaie de coller du contenu vidéo dessus, et ça permet de hacker l'espace public, de hacker les grandes marques dans les magasins, de hacker les pubs dans le métro, voilà. Mais l'augmentisme, c'est le fait d'augmenter la réalité. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez connu Pokémon, où les gens couraient dans les parcs voir les Pokémon. Voilà, ça c'est de la réalité augmentée, mais qu'on utilise dans l'art, et c'est un courant artistique qui est né en 2019, qui s'appelle l'augmentisme. Et donc moi j'ai continué à théoriser ce qu'elle avait déjà théorisé pour la peinture. Et la chose importante aussi, c'est que comparé à l'art contemporain traditionnel, vous allez voir une exposition photo, vous allez voir des photos, ça va vous plaire, ça va pas vous plaire, ça c'est votre sentiment. Moi, ce que je demande, c'est que le spectateur et le public aient un geste de complétion. Donc, ils doivent faire un pas, utiliser leur téléphone pour aller découvrir ce que j'ai caché derrière.
Et j'appelle ça aussi la poétique du cachet. C'est l'artiste qui décide ce qu'il va montrer. Donc si un jour j'ai envie de tout couper, ben voilà, je pourrais numériquement enlever toutes les œuvres que j'ai vendues et voilà, il y aurait plus rien. Et donc c'est moi qui vais décider de ce que je vais montrer. Et ça, c'est assez intéressant dans cette période où on a des choses très très rapides qui arrivent. Et donc le fait que le spectateur doit faire une démarche de spectateur agissant, je trouve ça assez intéressant dans notre monde où on est tous isolés. Le Covid est passé par là, donc ça permet voilà. On a encore ces téléphones dans une période où on est tout le temps sur nos écrans, les enfants de plus en plus jeunes sur leur téléphone. C'est vrai que on m'a déjà fait la réflexion, mais je dois utiliser mon téléphone, non, j'essaye de plus trop l'utiliser. Et donc c'est pour ça que des lunettes connectées où on aura un écran dans la lunette, il suffira de la poser et de pouvoir avoir une exposition où les choses s'animeront autour de vous. Alors ma question suivante, c'était justement dans ce thème-là. Le graffiti s'approprie l'espace public physique, parfois illégalement. L'IA, elle, s'approprie l'espace public numérique en s'entraînant sur les œuvres des autres sans permission. Sont-elles toutes deux des formes de vandalisme créatif ou de rébellion? C'est vrai qu'on a entendu plusieurs choses, par exemple sur la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, il y a une possibilité d'enregistrer ces fichiers en ligne, donc sur le cloud, et des artistes ont remarqué que Adobe siphonnait les clouds pour aller entraîner ces IA. Donc là voilà, ça pose des problèmes de propriété intellectuelle, de qu'est-ce qu'ils vont en faire. C'est quand même des sociétés qui sont cotées en bourse, qui valent des milliards. Mais étonnamment aussi, on a pu voir arriver ces derniers mois des images créées en AI qui sont très jaunes. Et en fait, j'en parlais là tout de suite, c'est de la consanguinité d'AI. Donc certaines AI vont aller récupérer du contenu créé par d'autres AI, mais comme c'est des images, elles deviennent de plus en plus jaunes. Et donc on arrive à repérer quand vous voyez une image vraiment dans les tons crème jaune, c'est parce que l'IA a été siphonnée d'autres AI pour améliorer son modèle. Parce qu'ils ont déjà scanné tout YouTube, tous les films, tous les documentaires existants. OpenAI, je pense, avait vraiment siphonné tout l'internet jusqu'en 2019. Au tout début, quand on lui posait des questions, il pouvait pas aller dans l'actualité. Donc, voilà. Mais ça, on sait pas. Puis certains gouvernements, des IA chinoises aussi, voilà, l'utilisation des données, le RGPD, la propriété intellectuelle, c'est vraiment une frontière hyper floue pour le moment. Oui, je pense pareil par rapport à ça, parce que je veux dire, oui, on s'approprie des espaces publics et tout ça, mais inversement, on emploie aussi l'AI peut-être pour avancer ou rapidité du visuel, parce que quand on a un prompt à l'AI fait ça, c'est une chance sur 2 ou sur 4 que c'est plus ou moins ce que tu veux. Donc, je pense pas que l'AI pourra vraiment s'approprier, même si c'est numérique, cette création en fait. Donc, que ce soit graffiti, parce l'AI n'a pas encore assez de code ou de comment on appelle ça, de historique pour nourrir, parce que le graffiti c'est trop jeune. Donc, le graffiti c'est un peu un art bâtard, un peu parce qu'on on fait du réalisme, on fait du cubisme en fait, parce que tout là arrive, les mouvements artistiques arrivent à une fin parce que c'est trop cloisonné ou défini. Et pourquoi le graffiti existera même je suis sûr et certain, dans 50 ans, 100 ans, parce que c'est vraiment la personne qui compte selon ses origines, selon son milieu culturel, et donc c'est ça qui transmet en fait le graffiti. Ça, y a pas de cloisonnement. Donc, on peut prendre un peu du cubisme, un peu de réalisme, et puis un peu de l'abstrait, et voilà. Et on arrive à plus ou moins mixer tout ça selon ce qu'on trouve beau, ou selon qu'on veut créer, ou qu'on veut donner ou montrer aux autres. Donc, c'est pour ça que je pense pas que l'AI ne pourra, comment dire, prendre l'espace numérique, même public,
parce on a besoin. Oui, on peut imprimer des bâches géants et tout ça, mais ça restera toujours une bâche. Il n'y a pas de texture, il n'y a pas de, je dirais c'est un gros mot, sensibilité ou parce que le choix des couleurs pour l'AI, on a des codes. Hein. Ça marche bien le bleu avec le bleu ou ça reste dans la même famille ou quoi. Nous, on est vraiment, selon notre culture, on va mélanger un vert avec un rouge ou inimaginable au départ, mais que nous on trouve beau et que voilà, ça rentre pas dans les codes de la beauté ou l'équilibre des couleurs, le mariage des couleurs ou des choses comme ça. Donc c'est un peu trop tôt pour dire que l'AI va pouvoir prendre tout cet espace numérique, parce que pour moi, pour l'instant, l'AI, je l'emploie comme assistant ou comme petite main entre parenthèses pour aller vite dans mon travail. Mais voilà, mais je pense pas que ça pourrait aller aussi loin, parce qu'on a besoin quand même comme la création ou le concept. Ouais, le concept, parce on prend un artiste parce qu'il a un certain vécu, il a traversé d'autres choses qui peut plus exprimer l'émotion, la douleur ou la joie. Mais est-ce que la machine pourra, je sais pas, intégrer pour lui peut-être la douleur, c'est des couleurs sombres ou quoi, ou c'est des codes qui vont tout fait, mais on a quand même besoin de cette sensibilité, le processus de création humain pour pouvoir s'approprier vraiment les espaces publics, que ce soit en vandal ou en légal ou en caisse, parce que il y a un message derrière en fait, un message que peut-être un ego trip aussi, pas seulement un message universel, mais aussi un ego trip, parce que celui qui fait 10 000 fois son tag, c'est pour dire m'as-tu vu, j'existe. Donc c'est aussi un message d'appel indirectement, j'existe et tout, je fais regardez-moi, je suis partout, mais personne ne me voit ou qu'est-ce. Donc est-ce que le message de la machine pourrait faire un message aussi fort? Je sais pas. Ouais, je pense pas. On est encore au tout début. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous dans votre processus créatif, votre rapport à qu'est-ce qu'un être humain? Parce que j'imagine que le fait qu'il y ait maintenant une machine qui a des capacités qui étaient réservées entre guillemets aux êtres humains aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait vrai. Comment ça a transformé pas juste votre processus créatif, mais qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous pensez de vous en tant qu'être humain créateur? Je sais que tu en as déjà parlé un petit peu, hein, mais en tant que créatif, quoi. Je te redis, c'est vraiment c'est un outil. Tu vois, c'est vraiment un outil, un assistant, un truc. Pour moi, en tout cas, c'est ça pour l'instant, parce que je maîtrise peut-être pas les prompts qu'il faut, ou j'ai pas. Parce que quand j'imagine quelque chose, un visuel ou quoi, j'ai une idée derrière la tête, un message que je voudrais passer ou quelque chose que je voudrais mettre en avant. Mais je n'ai pas, moi, encore la capacité de prompter comme il faut, parce que en fait, j'ai essayé plein de prompts et tout, donc j'ai essayé de faire ça, mais ça correspond pas à 100% à ce que je veux, mais le visuel qui découle de la machine, pour moi, il est top. Le visuel est top, mais ça ne correspond pas à mon message ou le sujet que je voudrais mettre en avant en premier qu'on s'intéresse, ou par exemple dans une œuvre il y a toujours un point d'attraction, un truc et tout ça. Oui, tout est là dans le visuel, mais après j'aurais pas mis comme ça parce que ça déséquilibre les choses ou quoi, parce que c'est juste l'œil qui dit qu'il y a un problème quelque part, mais on sait pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer à la machine, de dire non, il y a un déséquilibre quelque part ou quelque chose et tout. Mais l'image qui en sort du prompt, elle est nickel. Je pense pour moi et pour la plupart des
des gens qui je fais le travail ou le projet, ils sont ultra contents. Mais je sais pas encore l'expliquer pourquoi il y a un déséquilibre ou pourquoi il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Je sais pas encore expliquer ça. Donc, peut-être comme je l'ai expliqué avec lui, c'est peut-être moi qui sais pas prompter ou la manière de prompter n'est pas juste ou mon langage humain ne correspond pas au langage de la machine. Aussi, tout simplement. Je ne sais pas, il est où le hic là-dedans, mais voilà. Ça, c'est... C'est vrai que ça pose d'autres enjeux aussi. Donc, il y a le fait d'avoir les AI qui sont gratuites. Donc là, tout ce que vous créez, ça, c'est toujours publié dessus. On a des limitations. Moi, c'est vrai que j'ai déjà fait mes calculs avec les abonnements que j'ai et tout ça. C'est un certain budget aussi. Puis après, il y a un côté environnemental. Donc la consommation des serveurs. Ouais. J'en discutais avec Van quand on préparait ça. Et avec toi aussi. Moi, je ne remercie plus la machine. Avant, je remerciais. Mais c'est-à-dire que quand on lui dit merci, ça renvoie une commande sur un serveur, et alors il va vous répondre voilà. Et donc je lui ai dit, je vais arrêter de te remercier parce que ça consomme de l'eau, ça consomme des choses. Et alors autre chose qui est aussi assez intéressant de mon côté, c'est que donc moi je fais beaucoup de vidéos. Donc je viens du monde du cinéma, de la réalité virtuelle avant de la production. Donc financer un film, c'est entre 3 et 7 ans, en passant par des commissions, avec des gens qui comprennent pas ce que vous voulez faire. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Là, je peux faire du cinéma derrière mon ordinateur, avec des images de référence, des photos, des dessins que je fais aussi pour nourrir. Et alors, souvent, je découvre des gens qui n'existent pas. Et donc, j'explique ça aussi dans les expositions. Voilà, cette personne-là, elle n'existe pas. Donc, c'est assez... on tombe amoureux de ces personnages, mais c'est des gens qui n'existent pas, qu'on pourra jamais rencontrer. Donc ça, c'est quand même assez fou aussi de se dire, voilà, c'est une machine qui a fait ça. Et puis, voilà, moi, c'est vraiment des choses que je pourrais pas faire ou qui seraient infinançables. Aucun producteur ne voudrait suivre mes délires, mais ça me permet de le faire derrière un ordinateur et d'avoir un résultat vraiment rapide. Ce que je vais présenter ici chez vous pour le parcours d'artiste, c'est un monde sous-marin avec des scaphandriers, des sous-marins. Déjà la location de la caméra, de trouver les décors naturels, c'est des films, c'était ingénérable. Et là, en quelques semaines, j'ai pu avoir une histoire qui tient la route avec des images qui sont vraiment super jolies. Donc voilà. Mais on est vraiment qu'au tout début. On en parlait là tantôt, et vous avez vu il y a quelques années Will Smith qui mangeait des pâtes. N'importe comment, ça dégoulinait. Il y a quelques semaines, ils ont refait une vidéo de Will Smith qui mange des pâtes. C'est Will Smith qui mange des pâtes. Si on n'est pas un œil averti, on n'arrive même plus à voir certaines images qui sont faites en IA. Et donc ça pose le problème des deepfakes, des manipulations. On l'a vu en France avec une vidéo d'une fausse chaîne de télévision qui disait qu'il y avait eu un coup d'État en France et que Macron était mort. Ça a quand même été repris sur plein de sites et c'était quand même assez bien fait. Donc il y a une éducation aux médias aussi, décrypter les choses qui doit s'accompagner dans tout ça. C'est ça pose la question de notre rapport au réel aussi. Qu'est-ce qui est vrai ? Aussi, même dans notre propre perception, hein, on sait que même nos yeux, notre cerveau nous ment, il recrée constamment ce qu'il y a dans son champ de vision. C'est pourquoi parfois il y a deux personnes témoins d'une scène qui ne voient pas exactement les mêmes détails, parce qu'on recrée en permanence. Quel avenir vous voyez un peu se dessiner Moi, je fais toujours de la veille technologique parce que ça me fait peur, là où on y va. Donc, on a parlé des IA créatives, ok, mais il y a des IA, voilà, pour des drones autonomes. Où sont les lois d'Asimov là-dedans tout ce qui est les profilages ethniques, biométrie, j'en parlais de l'EI Act, voilà, il y a des sociétés qui ont des dérogations pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale. Il y a Nice qui est une ville en France qui teste la chose avec des caméras qui sont connectées, qui sont analysées par des AI.
Pendant la guerre du 7 octobre aussi en Israël, il y a eu quand même beaucoup de décisions qui ont été prises grâce à des IA qui analysaient les répertoires téléphoniques de certains combattants du Hamas. Donc voilà, il y a des choses où dans la création de virus et de biotechnologie, voilà, ça peut aller beaucoup plus vite et on crée toujours des choses sans avoir le recul de ce que ça va faire aussi. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que moi en tout cas, je continue à faire de la veille, à passer du temps à lire des choses, à aller voir, histoire de pas être dépassé et de pouvoir toujours, voilà, intervenir si on doit le faire. Ouais, mais moi j'ai moins peur que toi, je peux te dire la vérité par rapport à l'AI et tout ce qui va suivre par rapport à ça, à la technologie et tout, parce que en fait c'est comme dans tout. Pour moi l'AI c'est comme un outil, un assistant, un truc, mais c'est comme sur Internet en fait. Quand on a une idée, qu'on veut se renforcer quelque chose, on va trouver le texte ou le site qui va approuver ce que ton sentiment, et tout ça. Donc, tu vas trouver toujours. Mais l'AI va exister, va continuer, va grandir, et va tout ce qu'il va faire. Mais si nous, êtres humains, créateurs, personnes lambda ou enfants et tout, si on s'éduque et on apprend à distinguer les fakes ou les trucs et tout, ou avoir l'esprit critique en fait. Donc si on a ça, je pense que ça va pas couper court à l'AI, mais je veux dire l'AI va être là pour tu as besoin, c'est comme un dictionnaire en fait. Donc tu vas regarder, tu vas le voir et tout. Mais si on n'a pas l'esprit critique ou un peu plus vif par rapport à ça, l'AI va nous manger, ça c'est sûr. Il y a des choses qui peuvent être biaisées. Par exemple, l'AI de Elon Musk, Grok, c'est clairement, elle était trop de gauche avant, donc ils ont adapté, quoi. Et donc elle s'est plus redéplacée vers l'extrême droite. Oui, ça je comprends ça, mais je veux dire il y a des gens qui cherchent que dans Grok et donc qui vont avoir accès qu'à du contenu. Oui, mais ça c'est, je vais être méchant, mais c'est de leur faute. Tu vois, il faut être, tu vas à l'école, tu sais que voilà. Tu fais toujours synthèse, hypothèse, thèse, et puis tu calcules, mais tu vas pas directement à la synthèse, quoi. Je veux dire, là il va te donner une synthèse. Voilà, mais tu vas regarder si la thèse ou l'antithèse est correcte par rapport à ce que tu as étudié ou ce que tu estimes juste ou qu'est-ce, tu vois. Je veux dire, si je pense que ce soit même l'AI de gauche, l'AI de droite et tout ça, on s'en fout. Mais c'est juste par rapport à être ouvert ou éveillé pour on mange pas du McDo où tu manges et tu t'en fous, quoi. Tu te poses la question, qu'est-ce que je vais manger? Et si tu te fais cette démarche là de dire qu'est-ce que je vais manger avant, là tu analyses après moi je vais au McDo, hein. Je veux dire, je vais au McDo, mais je veux dire je suis conscient que je vais au McDo, tu vois, et voilà. Et c'est pas le problème de l'AI, c'est le problème de l'éducation des êtres humains, je pense, ou la culture. On doit apprendre, tu vois, il y a l'école pour l'enseignement, il y a les parents pour donner certaines valeurs, et il y a les amis pour te jauger un peu, pour dire tu déconnes ou juste ou pas juste, hein. Mais tu vois, je veux dire, il faut que voilà, l'AI est dangereux pour moi quand l'humanité mange sans savoir. Voilà, c'est juste ça, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai pas confiance entre l'être humain ou le créateur ou quoi, mais je veux dire, on a survécu à mille choses, à la guerre, à la truc. Pourquoi l'AI nous tuerait? Tu vois, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, oui, ça, oui, qui voilà. vont pas qui vont tout faire dans cette IA-là parce que ça va être la facilité, que ton compte en banque sera lié avec ça. Ouais, je comprends tout ça, mais je veux dire, vont pas aller chercher ailleurs et que une certaine connaissance va se perdre aussi parce que l'IA n'aura pas envie de parler de la colonisation ou de la ségrégation aux États-Unis, et que déjà ce que Trump fait est d'effacer tous les gens racisés des photos, mais voilà, ce genre de choses. C'est vraiment ça le problème. Parce que pourquoi on doit s'informer ou s'instruire via une AI?
Tu vois, je veux dire, tel ou tel AI, on peut s'informer en livre, tout à fait d'accord, dans un site internet ou par des amis qui sont voilà, ou il y a 1000 façons. C'est pour ça que je dis, tant que on apprend pas à l'humanité, mais aux personnes physiques, de dire il y a la synthèse qui est là, donc tu regardes les deux trucs et tu dis. Il faut un esprit critique. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Juste certains ne l'auront pas et on ira sur. Oui, c'est dangereux pour eux. Voilà. Mais nous étant plus, allez, je sais pas, plus pas terre à terre, mais plus d'actualité, éveillé, et fais la démarche. Et puis voilà, dommage qu'ils le font pas, c'est tout. Si tu gobes tout ce que tu veux, tout ce qu'il te dit, sans avoir un esprit critique ou sans jauger, tu vois, la véracité du propos, c'est toi qui es perdant. C'est-à-dire, et même si on s'informe d'autres choses que via ou les réponses et résultats via l'AI, ben on économiserait un peu d'eau, d'électricité, c'est un peu aussi plus, tu vois. Donc c'est win-win en fait, tu vois. Donc parce que moi j'emploie l'AI et je sais que ça cause des dégâts, tu vois, mais j'essaye toujours de le réduire et tout ça. Je vais au McDo, j'essaie de réduire, tu vois, et tu vois, c'est tout en fait, c'est juste ça, une réaction humaine, et je pense, et elle peut être vraiment dangereuse quand tu gobes tout, pour moi, ou tu donnes plein pouvoir, tu vois, tu donnes la gestion de ton planning. Non, quoi. Non, la gestion de ton planning et tes délires, tu restes 2 heures en plus dans un bar. Et comment il va calculer? Là, il va tourner, la machine elle va se chauffer, et toi t'as juste bu 2 bières et t'as niqué, t'as abusé de l'eau et de l'électricité de, je sais pas où, en Amérique du Sud, parce que voilà, les serveurs sont là-bas, ou j'en sais rien. Donc je sais pas, il y a quand même des limites. Pour moi, il y a des limites. Et voilà. Après, ça peut être dangereux s'il y a abus. Dans tout, en fait. Dans tout. L'AI, pour moi, c'est juste un facteur en plus d'abus, et oui, tu gagnes du temps. Dans mon travail, je gagne du temps. Parfois, allez, j'ai un projet, je fais un projet pseudo manuellement et je fais un projet AI. Et donc le client, il voit les deux, et voilà. Donc je sais que j'emploie et j'utilise et je fais ça, mais je fais aussi le côté manuel et tout ça, créatif, tu vois. Donc après, je contribue aussi que ça va mal sur la terre et tout, et je reconnais et tout, mais voilà, mais j'essaie de faire moi, voilà, c'est juste ça, et j'essaie de minimiser l'impact de l'AI dans ma vie physique, parce que l'AI, ça reste quelque chose, une machine, un truc qui tourne avec des algorithmes, des bits partout, des serveurs dans tous les sens. C'est voilà. Et moi, je suis physique, j'ai encore besoin de de toucher, et voilà quoi. Donc c'est juste ça. Et si on arrive pas à éduquer, mais je veux dire à sensibiliser le reste des gens, je pense que ça ira. On va trouver un juste milieu là-dedans. L'homme a survécu depuis 2000 ans, donc voire plus, donc il faut qu'il trouve un juste milieu dans ça, je pense. Est-ce que vous pensez que l'humain peut gagner en autonomie morale et critique, d'esprit critique face à ça, ou on est parti pour être noyé? Moi, je pense qu'on vivra mieux avec l'AI, mais qu'il faut pas que l'AI nous dirige. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que on a des trucs dans notre tête un peu irrationnels, ou allez, je donne un bête exemple, on va au bar et tu vas boire un verre, hop, et puis il y a ton pote qui vient, tu en bois 2. Tu vois, c'est des trucs irrationnels, mais tu vois, mais on a besoin de le lendemain, j'ai le truc, je dois avoir tel truc, et l'AI a géré peut-être le visuel que tu as besoin, et voilà. Donc c'est ça. En fait, il peut nous aider, mais il faut pas abuser. Et chacun trouve son niveau d'abus, ou son bar d'abus où il veut. Voilà, c'est ça. En fait, je suis moins positif que Val. Ah, t'es moins positif, elle dit.
Que voilà, ici, y a que des gens, que des adultes, des gens qui ont fait des études ou qui s'informent, et voilà. Mais à côté de d'autres jeunes, moi, je donne les cours à Namur, Albert Jacquard, et d'année en année, je vois les étudiants qui étaient de plus en plus scolaires, à poser des questions, voilà. Et l'université encourage aussi à utiliser l'IA. Mais après, voilà, tu peux très facilement savoir si un texte a été écrit en IA. Et donc après, certains élèves font leurs devoirs avec l'IA. Comme Van le disait, moi c'est un assistant, mais c'est vrai que pour certaines choses, des questions, je me posais une question sur la 4e République française. Ben voilà, je lui ai demandé de me faire vraiment tout un résumé des personnages, de quelle époque et tout ça. Et puis une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a moyen de donner des consignes à l'IA. Et donc dans Chat GPT, dans Claude, on peut aller mettre des consignes. Donc moi, je lui ai demandé de absolument jamais mentir, parce que il peut mentir, de tout le temps sourcer certaines choses. D'un point de vue philosophique, on peut rentrer des auteurs qu'on aime bien aussi, et donc par rapport à certaines réponses, il peut aller contextualiser et répondre selon la pensée d'un tel ou un tel. Donc il y a des consignes à faire, mais voilà, on est vraiment au tout début, mais dans 50 ans, est-ce que ce sera une IA qui dirait le gouvernement sera une IA, voilà, la dystopie, je sais pas. Moi, voilà, c'est quelque chose qui me fait peur quand même. Mais voilà, on verra ce que le monde nous amènera demain. Mais je suis moins positif que vous là-dessus. En fait, c'est comme la voiture. Tu vois, la voiture doit nous servir pour nous déplacer, mais elle doit pas nous servir à pas marcher. C'est ça que je veux dire. C'est pas question positive ou négative, mais c'est juste par rapport à ça, quoi. Donc, je veux dire, les choses sont là, ça nous facilite, tu vois, et tout, mais il faut pas que ça nous handicape. Et donc, si on arrive à bloquer avant que ça nous handicape, c'est cool. Parce que il y aura pas de dommages collatéraux physiques pour tout le monde, en fait. Et donc, et peut-être c'est vrai, pour les enfants, il faut peut-être, ou les jeunes, pousser plus cette limite de temps d'écran, d'apprendre eux-mêmes à s'exprimer avant de prendre une dissertation déjà toute faite par l'AI, parce que tel AI est plus de gauche, tel AI est plus de droite, tu vois. Donc voilà, mais c'est juste, faut faire attention, mais faut pas en avoir peur, je trouve. Faut pas en avoir peur, et ça peut être un assistant, un copain, et quand t'en as marre, tu le mets de côté, quoi. Tu vois, vas-y, repose-toi un peu, et voilà, un point à la ligne, quoi. Je veux dire, économise de l'eau. Ouais, économise de l'eau, et voilà. Donc, et c'est vrai que on confie trop, dans notre smartphone. T'as le compte en banque, t'as ton agenda dedans. C'est vrai il peut y avoir une dérive, tu vois, par rapport à ça, mais où est la limite? Je sais pas, c'est trop nouveau, parce que quand c'est numérique ou truc, c'est à câble à 100%. Tu vois? C'est ça, juste ça. Moi, j'ai juste peur de ça, que c'est quelque part un être humain un peu peut-être comme le Grog par rapport à Elon Musk, tu vois, qui est un peu filou et qui transforme les choses. Ça risque aussi d'arriver. Donc, mais je pense que l'AI, n'est pas spécialement vilain ou malsain et tout. C'est typique de l'homme d'être malsain ou de vilain et tout ça, quoi, je pense. Comment tu l'utilises, mais voilà. Voilà. Et après, c'est plus dans l'être humain que je trouve ces choses-là. On a vu de la manipulation d'élections, tu vois, de la manipulation. Ouais, voilà, c'est pour ça. Publique, c'est plus des bots qui pourraient aller. On voit bien l'extrême droite en France, la montée des extrêmes partout. Donc voilà, si on a une IA qui c'est ça, qui fait du contenu, voilà, ça peut formater les gens aussi. C'est vrai aussi. Donc c'est pour ça que l'esprit critique, tu l'as pas tout de suite, tu vois. Et il y a des gens d'un certain milieu ou des gens qui n'ont pas accès à des études, des choses comme ça, qui n'auront pas ça, qui ont déjà TikTok à scroller toute la journée, le temps de cerveau
le temps d'écran. Ouais. Voilà. Après, tu peux très facilement aller sur une génération qui devient de plus en plus bête et dans 50 ans, 60 ans, quid de Chute de l'humanité, tu Voilà. veux dire, n'aie pas peur des mots, chute de Je l'humanité. suis pas pessimiste à ce point-là. Non, non, pas moi voilà. non plus, parce que je pense pas, parce que. Je pense que l'homme naît bon, tu vois, on devient mauvais Oui, après. c'est d'office, mais, c'est juste voilà. toujours comme dans tout une minorité qui fout le souk dans la masse, dans l'AI aussi. Je suppose qu'il va avoir ça aussi dans tout, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est toujours ça en fait le problème. Tu sais, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part aider nos jeunes ou la génération future à s'armer, quoi. Tu vois, je veux dire, à s'armer allez, pas armer la guerre, mais je veux dire être instruit, être plus critique ou allez avoir l'esprit d'analyse plutôt que de manger, d'ingurgiter, de gober tout ce qui sort de l'AI et voilà quoi. Parce que en fin de compte, comme tu dis, si c'est l'AI de Musk, il y a une idée derrière. Parce qu'il fait pas une AI parce que il veut aider l'humanité, je pense. Il veut gagner sa part de marché là-dedans et Gemini par rapport à Google. Tu vois, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un truc derrière. Parce que pour l'instant, c'est gratuit. Là, en fait, on l'emploie tout le temps, tous les jours, truc. Mais en fin de compte, c'est quoi? Tu es en train de nourrir quelque chose, quelqu'un avec l'idée de Google derrière, tu vois. Je vais pas dire qu'ils sont bons ou mauvais ou quoi, mais je veux dire, tu nourris quelque chose pour quelqu'un d'autre qui, tu vois. Et toi, tu penses que c'est gratuit, mais non. Eux, c'est le temps qu'ils perdent. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Et la seule façon ou la seule issue par rapport à ça, c'est il doit te servir et pas t'asservir. Voilà, c'est juste ça en fait. Là. Dans tout, quoi. Dans la machine, dans l'AI, dans le matérialisme, dans tout, je pense. Et voilà. Ça, c'est mon point de vue sur l'AI. Très positif. Ouais, voilà, très carré, mais je sais pas. Donc après, allez. Un optimiste. Ouais, moi, je fais de la peinture, donc je suis optimiste. J'ai confiance en tout le monde. Je trouve que tout le monde est beau et voilà. Sinon, non, c'est pas parce que vous êtes tous beaux, mais je veux dire, non, mais parce que, allez, si j'y crois pas, je fais pas. Je vais travailler dans un truc, voilà, dans un truc métro, boulot, dodo ou un truc de trader pour gagner beaucoup d'argent ou créer une AI ou quoi, tu vois. Mais je veux dire, si je fais, c'est parce que j'y crois et je pense que c'est juste et voilà. C'est juste ça. Et c'est peut-être utopique ou trop positif ou trop optimiste, mais je trouve que voilà, c'est ma manière de penser et je diffuse ce message, quoi, tu vois. Plus, voilà. Et après, ouais. Mais je sais que, voilà, il y a toujours une minorité qui casse des bonbons. Ouais, tu vois, toujours. Dans tout. Et voilà. Je me permets, pour conclure, non, ça va. Je vais citer le manifeste de Jean-Louis. C'est sur, tu parlais de la réalité augmentée hein, ici. Compléter, c'est participer. Ce principe de complétion, enfin, n'est pas qu'un processus technique. C'est un geste politique, poétique et esthétique. Il rappelle que l'art contemporain ne peut plus être simplement contemplé, il doit être activé, questionné, prolongé. En réalité augmentée, l'œuvre est coécrite par le dispositif et le spectateur. Elle est instable, temporaire, conditionnée. Elle dépend du matériel, du réseau, de la météo, du corps, du contexte. Et c'est précisément là que réside sa puissance, dans cette fragilité féconde, ce dialogue permanent entre réel et virtuel, entre visible et invisible, entre données et désir. Le spectateur ne regarde plus une œuvre, il complète un monde. Cette conception maintient une séparation claire entre l'être humain et la technologie qu'il utilise.
Contrairement aux visions transhumanistes qui cherchent à fusionner l'humain et la machine, l'augmentisme préserve ce que le philosophe Martin Heidegger appellerait l'être au monde authentique de l'humain. Merci beaucoup, messieurs.